je vois bien qu'en écoutant la radio, en écoutant ce que le mainstream raconte de l'enseignement de yoga et de la méditation, euh, il nous est vendu l'idée du bonheur en fait. Mm. Parfois, c'est directement l'idée du bonheur. Souvent, ça passe par une quête d'amélioration de soi. C'est l'idée de l'homme nouveau, de l'homme augmenté, c'est lié au progrès, tu vois, c'est lié à la civilisation moderne, qui est Mm. celle du progrès, qui serait qu'il y aurait moyen d'être la meilleure version de soi-même, comme dit Blanche Gardin dans son Oui. feuilleton. Et aussi, tous les symboles New Age sont dans cette idée-là. Le New Age, c'est ça. Le Nouvel Âge, Ouais. c'est l'idée du progrès de la modernité érigée en religion. Mm. Au XIXe siècle, encore mieux qu'au XVIIIe, Mm. au début du XXe, et jusqu'à présent, en fait. Quand on parle de transhumanisme, c'est encore la même chose. Hein. Oui. Oui, l'homme augmenté, l'homme aux capacités augmentées, c'est encore la même chose. Mais là, c'est pas ce qu'on me vend sur France Inter, Mm. ou sur Europe 1, ou dans Libération, tu vois, Qu'est-ce qu'on te vend là? on me vend des outils de mieux-être, de développement personnel, Mm. c'est le terme outil qui est utilisé d'ailleurs, Mm. comme s'il s'agissait de mécanique et de réparer la voiture que mon corps ou moi-même serait censé être. Mm. C'est pour ça que, pour résumer la chose, j'aime bien parler directement de la quête du bonheur. Mm. En fait, on me vend une idée du bonheur et on me vend la promesse d'un bien-être, d'un mieux-être, du bonheur, Mm. sous condition des bonnes pratiques de yoga et de méditation qui vont me rendre meilleur. Mm. Bon, tout ça, c'était déjà dans les religions du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Oh ben, même si on remonte dans la religion bouddhiste, je dirais même qu'il y a aussi un peu de ça, à Alors, s'affranchir de la souffrance. je vais éviter, voilà, mais Ouais. je vais éviter de faire parler le bouddhisme, Ouais. tu vois, comme si ça existait, Mm. alors que je pense qu'il n'y a là encore qu'une projection Oui. de cette modernité et de cette post-modernité dont j'essaye de parler. D'accord. Tu vois, donc là, je suis devant mon poste de radio et on me dit que ça va bien se passer si j'ai les bonnes pratiques avec les bons outils. Mm. En gros, c'est ce que j'entends constamment. Bon, ça n'a pas de rapport avec l'enseignement de yoga. Parce que l'enseignement de yoga est comment dire, une quête de connaissance, comme dirait le christianisme ancien, une quête d'amour, dans le sens où ce que le christianisme appelait l'amour, c'est ce que le sanskrit appelle jnana, c'est-à-dire tout simplement la connaissance. Le fait d'être uni à, d'être en lien profond, vrai, total à ceci, cela qui m'intéresse. Mm. Dans la Bible, une femme et un homme se connaissent. Sous-entendu, ils s'aiment. Ou ils renaissent ensemble, surtout. Il y a marqué partout dans la Bible, Mm. machin connu bidulette. Mm. C'est en gros, ils s'aimèrent. Mm. Tu vois, c'est-à-dire que même la Bible a un autre niveau d'usage des mots et un autre niveau de réalité, en fait, que ce que la postmodernité appelle l'amour, qui serait un état extatique où tout va très très bien, c'est le bonheur. Et on appelle ça amour. C'est pas du tout ce que les traditions anciennes, où qu'elles soient dans le monde, entendent. Quand on dit
une femme, un homme se connurent, Mhm. ça veut dire qu'ils eurent une relation pleine et entière, au moins le temps d'un instant, Mhm. ce qu'on appelle samadhi dans l'enseignement du yoga. Mhm. C'est pas le même niveau de conscience ni de parole que de parler d'amour dans le sens amour universel, encore un truc New Age. Tu vois, il y a une confusion entre des niveaux de réalité et des mots qui portent ces réalités. Et ça, la postmodernité qui suit donc la modernité, les sciences, le pouvoir bancaire aussi, les pouvoirs qu'on nomme aujourd'hui scientifiques, mais qui vont avec les pouvoirs de la banque et de l'argent et qui ont poussé de côté la monarchie de droit divin auquel était attaché le catholicisme. Mhm. Je ne fais que citer Max Weber, qui parle justement de cet écart entre le catholicisme et le calvinisme, qui n'est plus là pour légitimer une monarchie de droit divin, mais qui est là pour légitimer une oligarchie de droit bancaire. Mhm. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et donc la modernité, c'est ça, la modernité dans laquelle nous sommes depuis la deuxième partie du XXe siècle. Date d'avènement du yoga à l'occidental dans la sphère occidentale. Ça, c'est après-guerre. Mhm. Un petit peu avant-guerre pour les intelligentsias européennes et états-uniennes, et à partir des Beatles et tout ça pour les hippies, puis post-hippies que nous sommes. Tu vois, là, j'essaye de te poser ce que n'est pas l'enseignement de yoga. Mhm. Il n'est pas en fait, si je résume pour voir si j'ai bien compris, il n'est pas cette version qu'on donne du yoga qui serait cette version New Age d'accession à du bien-être, une meilleure version de soi-même. Non, ça ne parle pas de ça. Ça parle pas de ça du tout. Dans l'enseignement de yoga, cet attachement à des mémoires heureuses, c'est ça l'idée du bonheur. Mm. C'est un attachement à ce que moi pense être le bonheur au regard des expériences heureuses que j'ai pu avoir, ou à l'idée que je m'en fais. Mm. Tu vois, donc une question de mémoire. Eh bien, ce raga, cet attachement à des mémoires, c'est la définition, la meilleure définition que l'enseignement ait trouvée de l'ignorance. Donc du fait de ne pas connaître. Parce que donc les mémoires sont un filtre entre nous-mêmes et le principe de réalité. Les mémoires, c'est le passé. Oui. Et juger du présent et a fortiori du futur vis-à-vis du passé, c'est absurde. La rencontre amoureuse, la rencontre connaissante, elle est de la pure relation du présent. Et lorsque nous préjugeons de la rencontre, c'est-à-dire que nous voyons la rencontre à la lumière d'une idée qu'on se fait du bonheur, eh bien la rencontre n'a pas lieu. Si je désire être heureux et que je commence à préjuger de mes rencontres humaines à l'idée que je me fais de comment je devrais être pour être heureux, il y a de fortes chances pour que je rejette toute différence, tu vois, comme étant une intrusion agressive dans mon champ supposé de bonheur, qui n'est que mémoire. Et de là donc à méconnaître ce qui est rencontré, il n'y a qu'un pas à vouloir éradiquer ce qui me dérange dans mes plans, ma fiction vis-à-vis du bonheur. Et tu vois, dans ce raga, dans ce désir de bien faire, en fait, c'est vraiment... Enfin, c'est violent, en fait. Il y a quelque chose de très violent, même dans ce que j'expose, même dans ma façon de l'exposer, tu vois la limite, parce que je mets en relief
une violence extrême. C'est-à-dire que de l'extérieur, de France Inter ou de je ne sais quoi, du New Age, on vient me pluguer, m'introjecter, comme dit la psychologie, c'est-à-dire intro à l'intérieur, placé à l'intérieur de moi. Ça, c'est très violent, ça. Oui, mais ça c'est se déresponsabiliser de dire qu'on t'introjecte quelque chose. J'ai pas parlé, alors pour le Ouais. moment, là, j'ai pas encore parlé enfin, j'ai pas parlé de responsabilité. Mm. Je comptais pas en parler d'ailleurs, Mais l'idée qu'on pourquoi pas. t'introjecte. Oui, c'est ce que font les religions depuis toujours. Mm. Si tu veux, les religions ont cette différence avec la démarche de simplement être, que les religions organisent les liens sociaux, hein, organisent comment nous sommes reliés les uns aux autres pour faire société. Donc c'est tout à fait logique que dans un cadre religieux, on place un dispositif qui vise à finalement diviser les humains les uns des autres de façon à ce que chacun tienne sa place. Mm. Je ne sais pas si c'est clair, Si, la façon de le dire. C'est donner l'illusion de séparer, déjà par exemple, Oui, mais en l'appelant unité. en l'appelant unité. Oui. Ouais. Et cette quête du bonheur a ce défaut-là. Mm. Ce qui est un truc. Et est-ce que tu pourrais nous redire donc plus ce que serait dans les enseignements du yoga la posture authentique de cette tradition? Ça n'a rien à voir avec le bonheur et le malheur. Mm. Ça a à voir avec la possibilité d'être en relation absolue, au moins le temps d'un instant. En relation avec le principe de réalité, Non, en du relation avec la réel, rencontre, ou toi avec et la moi en relation. relation. Oui. Oui, mais qui est-ce que À j'ai... commencer Oui. par là. Mm. Mm. Oui, oui. Comment pourrions-nous être en relation? De façon la plus réelle possible, Vrai, sans ouais. filtre, Ouais, vrai. vrai, sans filtre. Mm. Mm. C'est un vœu pieux. Mais il y a un désir de connaître, c'est-à-dire d'être en relation pleine et entière. Chacun sait par expérience, s'il veut bien regarder son expérience dans l'acuité, que cette connaissance est le temps d'un instant. Et que la joie, donc la joie qui n'est pas l'allégresse, la joie qui, à la différence de l'allégresse qui est une excitation, qui est cristalline, qui est plutôt minérale, aiguë, plutôt liée au froid, à quelque chose de pointu, tu vois, l'excitation, Mm. ce qu'on appelle ananda en sanskrit ou la joie en français, c'est en fait tout le contraire, c'est plutôt vers le bas, c'est plutôt pesant, bizarrement. Je sais qu'on pense à Tamas, les gens qui connaissent un peu les enseignements de yoga pensent à Tamas, ben oui, mais c'est chaleureux, c'est irradiant, tu vois, la pointu, high, là c'est down, Mm. chaleureux, irradiant, ça émane, et ça ne provoquerait peut-être qu'un sourire imperceptible comme celui de la Joconde et non pas une excitation. Mm. Donc cette joie, hein, je précise sa nature corporelle, de façon à ce qu'on ne la confonde pas avec une excitation, une puissance ou quoi. Cette joie est le signal corporel de samadhi, d'un instant où nous fûmes dans cette relation totale. L'instant est fugitif et c'est la joie qui le poursuit quelque temps. Cette joie qu'on aurait intérêt à accompagner, à être avec, pas observer. Hein. Il n'y a rien à observer, mais il y a à être avec, comme la rencontre est être avec. Eh bien, cette joie qui se diffuse, il y a intérêt à être avec. Ça fait partie des choses à apprivoiser. Donc il est question, si tu veux, dans l'enseignement de yoga véritable,
véritablement de cultiver de fugaces instants de relation pleine et entière. Et ça voilà, ça passe par aucune idée préconçue, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une idée préconçue quand tu la décris? Est-ce que d'un être à l'autre, elle va être forcément ce que tu as décrit comme étant un anda dans les perceptions? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir quand même une grande différence selon la structure de l'être humain? Oui, la conscience que nous avons de ce dont je parle est très différente d'une personne à l'autre, mais ce que je raconte n'est pas limité à ma propre expérience, parce que j'ai suivi des enseignements auprès d'enseignants. J'ai suivi des enseignements où c'est exactement ce qui a été présenté par d'autres. Donc je ne suis pas le seul auteur de cette parole. Elle s'inscrit dans une tradition d'enseignement de bon sens, j'allais dire enseignement de yoga, mais c'est pas forcément limité au yoga, c'est... Il y a des couleurs d'être humain, il y a un sens du bon sens qui vaut plus, à mes yeux en tout cas, que toute tradition qui porte un mot. Moi, je suis du yoga, moi, je suis du bouddhisme, moi, je suis du christianisme. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que tous ces ismes sont des idéologies déjà, religieuses, et sont multiformes. Et les êtres humains qui en sont peut-être à certains moments les membres ne sont pas dans la même expérience les uns vis-à-vis des autres. Les expériences sont diverses. Mais en tout cas, je fais partie d'une sorte de couleur. Un varna, comme on dit en sanskrit. Là, le varna, on traduit par caste. Mais en fait, ça veut dire couleur. Et c'est vrai que les humains sont de différentes couleurs. Donc je suis le représentant d'une sorte de couleur. Et c'est vrai que l'idéologie religieuse, évidemment, c'est un pléonasme, l'idéologie tend à se substituer à cette sensibilité pour faire société. Et il n'y a pas à lutter contre, parce qu'il faut bien qu'on vive en société. Il n'y a pas de raison de vouloir qu'il n'y ait pas de société. L'être humain est un être social. Il faut qu'il y ait une sorte de tension, de lutte de force pour que la roue du monde tourne de toute façon, et la roue de la fourmilière humaine, si tu veux, de la société humaine, il faut qu'il y ait ces tensions à l'œuvre. Il faut qu'il y ait des dominants, des dominés à certains moments. Il faut qu'il y ait, si tu veux, des cultivateurs et des ouvriers dans les usines et je ne sais quoi. Il faut tout ça. Mais il est aussi nécessaire à la bonne santé de ces micro-sociétés qui font la grande société humaine, pour vraiment une question d'équilibre et de dynamique, de tension aussi, il faut qu'il y ait des personnes qui appartiennent à la couleur que je représente. Il faut qu'on ait un peu. Ça fait partie des couleurs. Qui pourrait aussi s'apparenter, par exemple, en une tonalité, un son, et au troubadour, par exemple, qui avait un rôle dans la société à travers le son, les chants. Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça. Après, le troubadour vit sa vie, tel troubadour vit sa vie, tel troubadour est au service du monarque local, tel autre est vagabond, etc. Là encore, troubadour. Oui, mais au service de quelle couleur? D'accord. Au service de qui est-il? Si et l'enseignement de yoga représente, tu parles de ça. L'enseignement de yoga parle de connaissance. Et si on se projetait dans une société d'êtres humains qui seraient tous dans cette vraie posture et connaissance avec cette mise en relation avec le réel à travers le yoga, est-ce qu'on pourrait s'affranchir d'idéologie
ça fonctionnerait? Je crois pas. Non. J'ai besoin de m'affranchir des idéologies, mais pas le monde. J'ai besoin de porter cette couleur. Alors je la porte. Mais je n'ai pas de projet pour le monde. Les idéologies sont des égrégores, en quelque sorte, un ensemble de formes pensées auxquelles chacun se rattache. Alors on en a plusieurs. Il y a l'égrégore du pays, il y a l'égrégore de ma famille, il y a l'égrégore de ma région, ou il y a l'égrégore... Et puis tous les ismes. Tous les ismes. Communisme, capitalisme. Et est-ce que la posture du yoga ne permettrait pas de couper quand même un certain nombre de liens à des égrégores qui, en fait, on peut prendre conscience qu'ils ne nous servent pas, pour réussir à appréhender le réel plus tel qu'il est et non tel que ces égrégores veulent me faire croire qu'il est. Pour être très simple et direct, je suis un humain parmi les hommes, mais je suis de la couleur de ceux qui aiment bien ne pas avoir de couleur. Donc si tu veux, l'enseignement du yoga concerne ces personnes-là. La question c'est de sortir du monde humain, le temps de se mettre au rythme, le temps d'apprivoiser ce qu'on appelle dharma en sanskrit. Dharma, c'est ce qui porte de l'intérieur un rocher. Tu vois, un rocher, pour que la matière minérale, pour que l'air, la terre, le feu, l'eau, l'espace coagulent entre guillemets en forme de rocher, il faut que soit portée cette dynamique des 5 éléments qui prennent en forme de matière cristalline, rocher. Et ben, il faut que ce qui portent là puisse exister. Et c'est grâce à ceux qui portent que la manifestation rocher est. Toi, Dharma, ça parle de ça parle des lois cosmiques. Oui. Ce sont les grandes lois cosmiques dont l'essence divine ou absolue nous échappe, mais qu'il est bon pour nous en tout cas, de côtoyer, d'apprivoiser. C'est bon. Ça, c'est une source de joie que de se mettre. Un exemple de loi cosmique? La gravité terrestre. Voilà. La gravité terrestre, la dualité. Que des opposés se mettent en mouvement cyclique, les polarités opposées forment un mouvement cyclique. Les lois cosmiques. Donc la question de l'enseignement de yoga, c'est de rentrer en relation la plus vraie possible à ce qui advient. J'adore advenir du français. Advenir, c'est comme aventure. D'ailleurs, c'est déjà, tu vois, il y a déjà une transformation de l'être au monde complète avec cette simple conscience que la rencontre, c'est l'aventure, que l'aventure vaut d'être vécue parce que ça va être extraordinaire d'être à la découverte, à l'aventure en fait, en relation à ce qui advient. Mais source de connaissance. Et la connaissance laisse comme trace dans le corps principalement cette joie. Bon, la connaissance, c'est un instant. La joie, c'est quelques secondes, souvent. Pas plus. Mais bon, il y a une mémoire de la joie. Il y a une mémoire de la connaissance qui donne envie de connaître. Parce que c'est tout simplement très sympa d'être en relation vraie. Je vois quelques secondes. Drogue, hein. Je vois quelques secondes. Dans mon expérience, je ne dirais pas ça. Parce que moi, si je relie la joie à un état d'être, mon enjeu a été de maintenir des états d'être sur des laps de temps de plus en plus longs.
qui vont bien au-delà de quelques secondes. Et même, moi, j'avais envisagé que maintenir un état d'être permanent, c'est-à-dire cet état d'être de joie, savoir le maintenir de façon permanente, correspondait à l'éveil. Oui, mais tu dis maintenir. Mais une fois qu'il est maintenu, pour moi, tu es éveillé, donc tu n'as plus à le maintenir. Oui, mais s'il est maintenu, c'est qu'il n'est pas là. Tu Hmm, dis maintenir. oui. Écoute ce que tu dis. Maintenir, oui. Ouais. Il faut maintenir. Non, mais Pourquoi? état Parce que d'être. c'est pas là. Oui, ben, il n'est pas là, oui. C'est pour ça qu'il y a des enseignements de yoga. Non, Non. c'est pas ce que dit l'enseignement. L'enseignement fait bien attention à Ah. te dire, cherche pas à maintenir. Vis la rencontre, la joie advient, enfin la rencontre advient ou pas déjà, Hmm, marquée par la joie ou pas. hmm. Cette joie s'éteint. C'est dans l'ordre des choses. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais je sais qu'il y a des pratiques de méditation et autres qui tendent à maintenir. Bah, comme un feu intérieur, Mais il y a quelques... Oui, un feu de joie. mais ça, je n'ai pas vu ça dans l'enseignement. Hmm, L'enseignement n'en parle pas. hmm, Sinon, pour apporter un regard critique, en général dans des queues d'enseignement, hmm. dans des tantras. Je trouverais ces enseignements-là aussi dans l'alchimie, dans le travail en quelque sorte. Mais regarde comment on complexifie ce que je disais qui était tellement simple. Qui était simple. Dans Simple, l'aventure, mais à mettre en pratique. sans attente, c'est vraiment simple. Avec attente, où il faut maintenir des trucs, ça devient horriblement compliqué, voire technique, voire... Moi, ça me fatigue d'avance et ça me désespère. Hmm. Alors que moi, j'ai l'impression qu'il nous a été donné un corps physique pour faire ces pratiques qui vont permettre justement à obtenir des états d'être sans attente, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va obtenir au démarrage. Oui, mais au moins c'est Mais il y a agir. quelque chose qui arrive. Ouais, mais de toute façon, tu ne me verras jamais essayer que quelqu'un n'agisse pas. Oui. Jamais, quoi. De toute façon, il faut agir. Mm. Ça, parce que l'aventure, c'est ça. Mm. Donc, agir, maintenir. aller à la... Mais peu importe. Mm. Aller à l'aventure, expérimenter les choses, ça, c'est bon. Oui. De toute façon. Mm. Mais j'essayais de présenter quelque chose de basique, tu vois, de très basico-basique, tu vois, qui me semblait plus simple que là où on vient d'élaborer des oui mais qui sont ok, hein, mais où on élabore par avance, en fait c'est par avance pour le futur, mais c'est pour réexplorer des croyances en fait ou des mémoires qui sont là, pour essayer de les réévaluer et peut-être de changer de place dans la mosaïque du paysage qui est le nôtre, telle mémoire à tel endroit. Tu vois, on a toujours besoin, et c'est tout à fait naturel, de revoir la place des choses, des mémoires, et de peut-être réorganiser un peu son paysage. Mais comme je sais que ça devient très vite, tu vois, pour des questions d'arborescence, plus on monte, et plus par division, tu vois, par arborescence, c'est de plus en plus complexe, je sais ô combien il est important de toujours rester à des niveaux très bas. Redis en résumé ce que serait ce complètement niveau à l'idée d'élévation. très bas. Tu vois, donc élévation, high, et bizarrement, je reviens toujours vers du bas et du simple. Donc pour resynthétiser, c'est super simple. Je suis, et a priori, ne faisant rien. S'asseoir en silence, pour être dans une attitude minimale. Non agir, eh ben, c'est laisser un maximum de chance à ce qui advient d'être vu.
pas être plus simple. Mm. C'est magique. Tu vis ton emploi du temps et tu laisses advenir ce qui veut bien advenir afin d'entrer en relation avec ça. Si la relation peut avoir lieu, c'est de la connaissance et de la joie, fugace. Et voilà. Mm. Tout le reste est complexification. Mm. Il y a une façon de rencontrer ça et de se dire, oh, mais ce serait génial de cultiver, en fait, dans une idée de connaître mes dispositions à l'état connaissant. Ben, je sais pas, ça c'est vraiment l'aventure. L'aventure, advenir. Il n'y a pas plus simple. Alors que cette quête du bonheur, c'est une quête du raga, tu vois, de vouloir réitérer ce qui me semble lié au bonheur, et ça ne va faire que me diriger sur une polarité, alors que la polarité opposée qui vient avec, hein, comme les deux faces d'une même pièce, cette dvesha, c'est l'aversion. Avec le raga pour ce qui me semble être du bonheur, vient l'aversion pour ce qui me semble être du malheur. Les deux vont ensemble, et donc ça me lie à deux polarités, alors que la question, c'est tout le reste de l'espace. Lorsque je suis obnubilé par une idée du bonheur, je vais vivre la déception de ne pas pouvoir réitérer ce qui est le droit de base du passé. Et donc ça va me mettre dans la polarité opposée, l'aversion envers ce qui empêche, et donc des formes de colère, si tu veux. Et là, moi, si tu veux, pour prévenir un peu, j'aime parler de ce que j'appelle l'esprit Tupperware, qui est, et justement, ça vient de ces idéologies du management anglo-saxonne, donc le monde pas de la monarchie, du droit divin, mais le monde de l'oligarchie, de droit bancaire, qui a mis en place tout un tas de bordels, les mêmes bordels limitatifs et pris dans la dualité que de l'autre côté, si tu veux, la quête du bonheur. La quête du bonheur de ce monde anglo-saxon, c'est la vente de Tupperware. Et je ne sais pas si tu as déjà participé à ce genre de réunion qu'on retrouve aussi dans les mouvements charismatiques anglo-saxons où tout le monde est extrêmement souriant parce que témoigner de l'aversion et de la déception, en fait, tu vois, c'est mon petit humain qui est tellement simple et désireux d'être, comme une fleur s'épanouit, ne demande qu'à être au monde, point barre. Je lui invente des espèces d'histoires de bonheur qui vont générer une déception de ne pas pouvoir y arriver, et ça donne des relations hyper tendues où tout le monde a un sourire en plastique avec des élastiques accrochés derrière les oreilles, tu sais, avec une agressivité en background. Tu vois, le truc de la réunion Tupperware, où la personne est là, de toute façon, pour vendre des Tupperware en plastique à ses amis le plus cher possible, tout en les convainquant de devenir elles-mêmes des vendeuses de Tupperware, enfin un truc complètement délirant, si tu veux, mais qui va dans le même sens que la religion. La religion New Age. C'est ça la religion New Age. La croissance, le progrès infini, la hiérarchie pyramidale, vendre de plus en plus de Tupperware à un maximum de gens, tout en les convainquant que ça va les rendre heureux, idée du bonheur, là, tu vois, le truc part complètement en vrille, et tu as tout dans la réunion Tupperware. Et par copier-coller, tu sens ce qu'il y a dans les mouvements charismatiques religieux, la même chose que dans le management d'entreprise, et c'est d'une agressivité complètement folle. Raga Dvesha. L'observation. Donc il suffit de laisser tomber tout ça,
et de se remettre en mode petit humain de base qui ne demande qu'à être, pas à être heureux, à être, juste être et rencontrer. Et comment dire, le fantasme s'est vaporisé. Et ça, à tout moment. À tout moment, je suis pris dans le délire de la fourmilière. À tout moment, j'ai la possibilité de tourner mon être, enfin d'asseoir mon être, et de tenter l'aventure. Si j'observe ce que fait l'univers, il s'expand. Non, je ne sais pas. Je sais qu'on dit ça. Tu ne sais pas si c'est vrai. Big Bang, tout ça, je ne sais pas. Ou tout du moins, il y aurait un cycle expansion-contraction, expansion-contraction, plus conforme à notre respiration. Oui, ça, la respiration, je connais. Et expansion-résorption. Expansion-résorption. Deux polarités, mais qui rentrent dans un mouvement de vritti, de cycle. Et la respiration, c'est le cycle respiratoire, c'est quelque chose qui tourne, qui se répète de respiration en respiration, comme la planète Terre respire à sa façon d'aube en crépuscule et de crépuscule en aube. La respiration, c'est le tour complet. Donc, est-ce que si l'être humain se met un peu donc, en parallèle de ce cycle, est-ce qu'il n'y a pas un temps où effectivement il peut peut-être se poser, qui serait le temps de la résorption, mais il y a un temps où il est dans l'expansion de l'inspire en quelque sorte? Pour un être humain, c'est génial de se mettre au diapason de sa respiration et de la respiration de la planète qui est marquée par les journées, les nuits, les aubes et les crépuscules comme moment de passage. Il y a cette dualité cosmique qui fait un cycle et ça, c'est bon pour nous de nous accorder à ça. Et plus en avant vers ce que tu allais dire, bien sûr que c'est bon d'être un humain parmi les humains, mais à condition de ne pas être possédé par seulement l'idéologie de ma place. Donc, si je suis employé d'une banque, c'est bon de ne pas être possédé simplement par le règlement bancaire et d'être aussi un humain. Et donc ne pas être possédé, moi je le traduis, se désidentifier de l'égrégore bancaire, de l'idéologie, de peut-être ce qui peut être mon métier, savoir que je ne suis pas cela, ni identifié à ça, et je suis relié par moment à cet égrégore si mon activité le demande. Alors, l'enseignement est radical à ce propos. La désidentification, c'est très simple. C'est que le temps que tu choisis, bah, tu te relis à du cosmique. La respiration, c'est cosmique. Le jour et la nuit, c'est cosmique. Les 5 éléments, c'est cosmique. Les êtres, là je regarde par la fenêtre, il y a des pousses par la fenêtre, enfin on voit une forêt qui est en train de reprendre ses droits avec des pousses d'arbres de 1,50 m, 2 m, 3 m pour certains de haut, là ça foisonne. Bon, bah, se relier à ça, c'est bon, se relier à la puissance des vagues, etc. Bref, les 5 éléments, l'espace de la Terre, l'espace intermédiaire, le ciel, espace avec le feu, son œil, tu vois, cet œil de feu, le soleil dans le ciel, hein, bon, et se désidentifier, c'est très facile, il suffit de s'identifier, ben, on n'a pas le choix dans la dualité. Il suffit de s'identifier à quoi? À du cosmique. À du cosmique. Ouais. Et ça te désidentifie des égrégores de ta place, de ta place dans le monde humain.
Mais en même temps, ce n'est pas un problème en soi d'être possédé par un truc professionnel à un moment donné. C'est une façon, tout dépend de comment c'est tourné. Si mon engagement professionnel est tourné comme une aventure, génial. Bah, c'est une aventure comme une autre en fait. Oui. Et c'est quelque chose à connaître comme une autre. Et c'est là où la question de posséder, pris, identifié comme tu dis toi, c'est à chacun de voir. Mais en tout cas, cet enseignement de yoga nous emmène, nous montre que c'est bien d'avoir une agilité avec tout ça. Et ce qui permet l'agilité, je trouve, c'est le plus basique, c'est arrêter d'agir, ce qui est impossible. J'arrête d'agir simplement pour être en relation à ce qui continue à agir. Je n'agis plus, ça agit. Je n'agis plus, les mémoires en moi agissent. Je n'agis plus, ça pense. Avec un E, avec un A, et ça advient. Trop fort, tu vois, ne pas agir est impossible. Mais agir à minima, c'est laisser un maximum de chance à l'aventure. Blinder son emploi du temps de rendez-vous bancaires, ça va cadrer dans un emploi du temps, donc un truc plein. Il n'y a pas d'espace disponible, il n'y a pas d'espace pour la rencontre en dehors du cadre. Il y a des personnes qui ont leur vie, j'en connais beaucoup, personnes qui ont leur vie blindée, qui viennent pratiquer la méditation en disant j'ai pas le temps. Bon, ils viennent écouter, des personnes qui viennent t'écouter parler. Ça ne vaudra jamais l'expérience.